La paix sur vous tous. Plongeons-nous aujourd'hui dans Le Prince de Nicolas Machiavel. Alors un peu de contexte, parce que oui, il faut du contexte pour comprendre Nicolas Machiavel. Dans la version que j'ai lue, les clés de l'œuvre indiquaient des éléments pour essayer de comprendre l'état d'esprit de Nicolas Machiavel. Ce que j'ai trouvé dommage, c'était qu'il ne mentionne pas le fait qu'il soit chrétien. Nicolas Machiavel était malgré tout croyant. Dans cette édition, il y avait aussi beaucoup de lettres que Nicolas Machiavel avait écrites à cette époque-là, et on comprend bien par ses salutations, par ses messages, par ses mots, qu'il s'attache à la doctrine chrétienne, morale, et ça va changer notre perception du livre de Nicolas Machiavel. Je dis cela parce que ces lettres sont à la fois adressées à ses amis ou à des hommes politiques, à des gouverneurs, etc. Alors certes, il s'adresse aux Médicis et il peut penser beaucoup de choses en bien ou en mal de cette famille. Il en reste néanmoins que Nicolas Machiavel semble vouloir une réunification de l'Italie. L'Italie qui est à cette époque-là morcelée en petites villes. On peut garder en tête que c'est un chrétien qui souhaite que son pays, l'Italie, se réunifie. Donc par rapport à cet idéal, on peut tout à fait admettre que Machiavel a beau avoir telle ou telle opinion des Médicis, s'il voit en eux un potentiel réunificateur, eh bien, cela lui va. Et c'est dans cet état d'esprit, de compréhension, que j'ai lu Le Prince. Non pas comme quelqu'un qui était froid, comme on peut le croire, l'expression machiavélique, quelqu'un qui, justement, ne se soucie pas du cœur des gens. Ce qui est prôné par Machiavel dans Le Prince est ultra dosé. Il y a un souci du cœur des gens pour certaines choses, et il y en a d'autres pour la politique. Sachant que, c'est-à-dire que il incite le prince à faire le bien comme le mal, mais à le doser en fonction de comment la situation l'exige. Il faut donc que le prince examine la situation, qu'elle soit examinée avec son cœur ou non, et qu'elle prenne des mesures qui lui permettent de garder sa stabilité, sa stature de prince, quelles qu'en soient les conséquences, morales, etc. Que ces décisions soient cruelles ou très bonnes. De plus, c'est très difficile de dire que telle ou telle décision d'un prince est cruelle, puisque chacun a ses propres intérêts. Et justement, il invite le prince à discerner sur les différentes forces en puissance au sein de son royaume. Il y a les grandes familles, il y a les riches, il y a le peuple, toutes les dynamiques religieuses qui ont un certain poids à cette époque. Donc tout cela, pris en considération, fait que chaque décision ne peut pas convenir à tout le monde. C'est un adage qu'on connaît particulièrement bien de nos jours, mais qu'il faut se rappeler quand on lit Le Prince. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux bénéfices aussi pour le prince. Il y a le fait que sa principauté se stabilise, voire grossisse, et il y a l'autre aspect, que lui-même en tant que prince se stabilise dans son pouvoir, qu'il garde une sorte d'aura qui lui permette de continuer à activer son autorité. C'est-à-dire que le prince, avec ce qu'on a vu, doit parfois faire certains choix qui vont au-delà de sa propre morale chrétienne par exemple. Mais quelque part, est-ce qu'on ne peut pas pardonner à un prince certaines décisions cruelles qu'il peut faire si c'est pour le bien d'une grande partie de la population ? En fait, là, ce qu'on regarde, c'est un homme. Dans la vie de tous les jours, qu'il soit prince ou pas, commet des péchés et des manques d'amour. Sa portée est certes plus grande, mais un prince n'est pas exempt de repentance. C'est-à-dire que Machiavel n'explore pas l'état de l'âme d'un prince. Il ne dit pas à quel point il doit se repentir, se sentir coupable, demander pardon à Dieu, se rattraper de telle ou telle manière avec son Seigneur. Cela est bien distinct de l'œuvre de Nicolas Machiavel. On voit bien que toute l'œuvre du prince est continuellement agrémentée d'arguments historiques. Nicolas dit même que c'est sa longue expérience et son étude de l'histoire qui ont permis d'accoucher de ce livre. Donc quelque part, c'est par une étude, une prise de recul énorme que Machiavel est parvenu à écrire Le Prince. C'est en quelque sorte une synthèse qui prend en considération des milliers d'années d'archives qu'a pu consulter Machiavel. Et en fait, cette prise de recul-là, ne joue pas en la faveur de Machiavel, quand on le considère comme froid. Donc ce livre est un manuel pour gouverner.
Il dit, il explique, il explicite ce que le prince doit faire dans telle ou telle situation. Et on jugera que cette œuvre est bonne si, quelques centaines d'années plus tard, ces principes s'appliquent encore à notre monde actuel. Quand j'ai lu Le Prince, j'ai pu faire de nombreux parallèles avec la politique d'aujourd'hui, avec ce que j'ai appris sur la colonisation, avec cette entité qu'on appelle Europe. J'invite quelqu'un qui voudrait lire Le Prince de Machiavel à garder dans un coin de sa tête une lentille pour dire ce que vient de dire Machiavel. Comment est-ce que je le vois dans le monde d'aujourd'hui ? Oui, il y a de la manipulation dans Le Prince. C'est d'ailleurs le propre de toute gouvernance. Manipuler les peuples ne signifie pas les corrompre, ne signifie pas les dévoyer. Manipulare, ça veut bien dire conduire par la main. Un gouverneur, un prince, un chef, est bien celui qui dirige par la main. Sa main faisant figure d'autorité. La manipulation, si on le prend étymologiquement, n'a donc pas à avoir ce sens négatif qu'on a aujourd'hui. Dans l'esprit de Machiavel, il considère bien les hommes avec leurs défauts. Et en fait, cette vision, au-delà du pragmatisme, est une vision qui fait face à la réalité vraie. Ce n'est pas parce que Machiavel se considère mauvais que tous les autres hommes sont mauvais. Non. Donc ce que prône Machiavel, quelque part, c'est d'ouvrir vraiment ses yeux à la vérité, à ce qui est effectivement là. Un prince qui ne prend pas en considération la réalité humaine ne peut pas régner durablement. Il fait très bien la distinction entre le pouvoir des idées et le pouvoir des armes. In fine, ce sont les prophètes armés, donc ceux qui portent les idées et qui ont des armes, qui triomphent. Les idées seules ne peuvent pas triompher. Et c'est bien un exemple de vérité qu'il faut prendre en considération pour le prince. On qualifie donc Machiavel de pragmatique. Ce mot est issu du grec ancien pragmatikos, qui signifie la pratique. Certes, la pratique s'inscrit dans le réel, mais à mon sens, ce que veut dire Machiavel, ce qu'il veut que le prince voie, c'est la réalité. Pour moi, le côté pratique est très secondaire. Il est important, mais il est secondaire. Il faut, comme dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il faut connaître son royaume, ceux qui gravitent autour de nous, il faut connaître ses ministres, il faut connaître ses voisins, ses nations voisines, et il faut connaître ce qu'il se passe. Et c'est d'abord cela qu'il faut regarder. Les actions qui sont ensuite mises en œuvre se font au strict regard de cette vérité. En fait, ce que veut dire Machiavel, c'est qu'un bon prince doit être plastique. C'est-à-dire qu'il doit s'adapter à ce qu'il se passe, à ce qu'il voit et à la vérité qu'il perçoit. En fait, avec ce manuel, il veut pouvoir amener le prince à parer à toutes les situations. Et pour que ça n'ait pas l'air de venir strictement de sa petite tête de Machiavel tout seul dans sa cave, il s'appuie énormément sur l'histoire, sur les Romains, sur Alexandre le Grand, sur tout ce qui s'est passé dans les derniers siècles et dans l'Antiquité. C'est donc encore un regard de vérité qu'il faut poser sur le passé pour s'instruire. Vouloir faire don de toutes ces conclusions démontre une certaine charité de Nicolas Machiavel. Alors, j'ai entendu certains auteurs dire « Oui, l'auteur était dans une mauvaise passe, c'est probable. » Mais si, avec le temps, on juge que son œuvre vaut toujours quelque chose, alors il a fait d'une pierre deux coups. Et quand on connaît l'état d'esprit que j'ai présenté, on ne peut pas s'étonner que Nicolas ait fait cela. Donc voilà pour mon petit commentaire. Je voulais finir par une petite citation dans la partie Fuir les flatteurs, qui révèle bien ce que j'ai un peu dit. « Mais le prince doit être quant à lui un grand questionneur. Et ensuite, à propos des choses qu'il a demandées, un auditeur patient de la vérité. Bien plus, s'il discerne que quelqu'un par circonspection ne la lui dit pas, il doit s'en fâcher. » Bonne lecture et à bientôt.